à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal. Il est midi, nous sommes le jeudi 16 mars et voici les titres de l'actualité. Coopération dans le cadre de la visite qu'elle effectue en Algérie, la présidente du Conseil fédéral de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie, Valentina Matvienko, a été reçue par le président du Conseil de la Nation, Salah Boudjil. Ouverture des travaux du forum sur la sécurité alimentaire en blé dur par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. Il se tient sous le haut patronage du président de la République au CIC d'Alger. Sécurité alimentaire et mécanismes à mettre en place en Algérie pour atteindre l'autosuffisance en blé dur sont entre autres abordés. Agriculture, la wilaya de Toubourt a enregistré de bons rendements en termes de production maraîchère. Les exploitations agricoles auparavant des terres arides ont donné de bonnes et abondantes récoltes, de quoi répondre à la demande du marché local. Le Maroc, qui n'a pas fini de faire parler de lui, est qualifié de pays expansionniste et agressif, qui mène une guerre multiforme contre l'Espagne, dans laquelle les renseignements marocains sont le fer de lance. Déclaration d'un expert de sécurité espagnol lors d'une entrevue télévisée. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Je vous en parlais en titre en termes de coopération dans le cadre de la visite qu'elle effectue en Algérie. La présidente du Conseil fédéral de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie, Valentina Matvienko, a été reçue par le président du Conseil de la Nation, Salah Boudjil. Les entretiens bilatéraux se sont déroulés en présence de membres du Conseil de la Nation. La présidente du Conseil fédéral de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie a déposé ce matin une gerbe de fleurs au sanctuaire du Martyr avant d'observer une minute de silence devant la stèle commémorative des glorieux Chouhada de la Révolution de novembre 1954. Valentina Matvienko, qui a par ailleurs visité le musée national du Moudjahid, où elle a reçu des explications sur l'histoire glorieuse de la Révolution de novembre. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a procédé aujourd'hui au Centre international de conférences d'Alger Abdelatif Rahal à l'ouverture des travaux du Forum sur la sécurité alimentaire en blé dur qui se tient sous le haut patronage du président de la République. Les participants à cette rencontre qui s'est ouverte en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, du conseiller du président de la République chargé des affaires économiques et de membres du gouvernement aborderont plusieurs thématiques dont les mécanismes à mettre en place en Algérie pour atteindre l'autosuffisance en blé dur ainsi que la mondialisation et la sécurité alimentaire. Il s'agit également d'examiner le développement d'une culture saharienne du blé dur qui soit performante et durable. Je vous propose d'écouter le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. لاحظتم جميعا في شهر جويلية من سنة 2022 أن الدولة قامت بتجسيد التزامات السيد رئيس الجمهورية عن طريق تدشين المركز الوطني البنك الوطني للبذور، وسوف نمضي إن شاء الله في تجسيد البنك الوطني للجينات قبل شهر جوان 2023، وهو يعتبر خطوة جبارة لم تصل إليها الجزائر منذ الاستقلال، وهذا يعتبر أحد عوامل الاستقلال الغذائي وتحقيق الأمن الاستراتيجي للدولة الجزائرية. فلا بد من مرافقة الإنتاج بتوفير مراكز التخزين، وقد قررت الدولة الجزائرية مضاعفة قدرات التخزين
في آخر 23 إن شاء الله. De son côté, le président du CREA, Kamel Moula, a affirmé que l'État a mis tous les moyens nécessaires pour garantir notre sécurité alimentaire. On l'écoute. اسمحوا لي أن أتقدم من خلالكم باسم عبارات الشكر والامتنان للسيد رئيس الجمهورية الذي احتضن برعايته السامية هذا المنتدى، وهو ما يترجم إرادته الثابتة لقيادة البلاد نحو تحقيق الأمن الغذائي، لا سيما ما يتعلق بالقمح الصلب. وإنه لا شرف عظيم لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري وللمتعاملين في هذا القطاع أن يكونوا طرفا مشاركا في تنظيم وإنجاح هذا المنتدى. Juste avant l'ouverture de ce forum organisé par le Conseil du renouveau économique algérien, le CREA, Ayman Ben Abdelrahman a visité les stands d'une exposition organisée en marge de la rencontre pour présenter les grandes capacités de l'Algérie en matière de culture du blé dur et de sécurité alimentaire. Le commandement des forces aériennes a organisé hier au Cercle national de l'armée à Bnimsos, dans la première région militaire, un colloque national sous le thème le rôle des moyens aériens dans la lutte contre les feux de forêt. La rencontre, dont l'ouverture des travaux a été présidée par le général-major Mahmoud Laraba, commandant des forces aériennes, a vu la participation de tous les acteurs activant dans la lutte contre les feux de forêt, à l'instar des cadres du département des hélicoptères, du commandement des forces aériennes, des représentants de la protection civile, de la direction générale des forêts, de l'agence spatiale algérienne, de l'agence nationale des barrages et transferts, ainsi que de l'office national de météorologie. Plusieurs conférences ont été animées par des experts pour mettre la lumière sur les moyens aériens et leur utilisation de manière efficiente lors des opérations de lutte contre les feux de forêt, ainsi que l'utilisation des satellites dans la surveillance et la lutte contre les départs de feu. Parlons à présent de recyclage, celui de pneus usagés. C'est en tout cas le domaine d'activité d'une start-up à Boumardès qui fabrique des pneus remoulés pour poids lourds et qui répondent aux normes internationales. Lancée en 2020, en période de crise sanitaire, l'activité a connu sans surprise des débuts quelque peu difficiles. Mais depuis, la start-up a prospéré et produit près de 30 000 unités par an. Elle ambitionne aujourd'hui de pénétrer les marchés étrangers. Reportage Bedaman. Ces pneus usagés de véhicules poids lourds sont récupérés par une start-up évoluant à Hamadi pour leur donner une nouvelle vie grâce à un procédé industriel appelé le remoulage à chaud. Nous nous considérons en tant que start-up agissant dans le secteur industriel, plus exactement dans le remoulage à chaud des pneumatiques. C'est un produit 100% algérien avec un taux d'intégration de 60%. Le remoulage à chaud passe par différentes étapes qui sont le contrôle du pneu, le râpage, la réparation en cas de perforation et la cuisson à 160 degrés. Ça ne veut pas dire que tous les pneus qu'on récupère sont des pneus conformes, déclarés conformes au remoulage, mais il y a tout un processus industriel pour déclarer la conformité et la non-conformité de la carcasse. Donc le premier poste, c'est l'inspection machine. Donc on a deux machines avec la chirographie et la spectra pour déclarer la conformité du produit. Après que la carcasse est déclarée conforme au remoulage, on passe au poste de râpage. Et par la suite, on passe au poste de réparation. Et par la suite, l'application, l'extrusion, l'application de gomme sur la bande de roulement et la bande de flanc. Et à la fin, c'est la cuisson et qui demande un temps de refroidissement pour passer au contrôle de qualité et déclarer la conformité du produit fini. Cette jeune entreprise a commencé à produire depuis le deuxième semestre de l'année 2020. Elle est fière d'être la première à fabriquer des pneus écologiques pour poids lourds. Elle compte même affiner sa politique de production et conquérir les marchés extérieurs. En réalité, nous suivons une politique commerciale, une stratégie commerciale qui se concentre sur le marché local. Une fois la maturation donc, du marché local et la qualité du produit est prouvée à l'échelle nationale, nous allons nous tourner vers l'exportation et aller toucher d'autres pays en premier voisin et pourquoi pas d'autres pays européens et africains.
Une technologie qui comporte des avantages financiers puisque le coût du pneu remoulu est réduit de 50% par rapport au pneu neuf, mais également des avantages environnementaux permettant de réduire l'empreinte carbone sur l'environnement de 50%, débarrassant ainsi efficacement l'environnement des pneus jetés. Intéressons-nous maintenant à la culture de la mangue du côté de Tamanrasset. Ce fruit exotique habituellement importé des pays africains est aujourd'hui disponible dans la région et ce depuis quelques années déjà. Notre reporter Walid Yousfi a rencontré le propriétaire de la ferme. Le producteur en question espère doubler sa production de mangue qui s'élève aujourd'hui à 4 tonnes par saison malgré le manque d'irrigation existant. Reportage. Comme à son habitude, le Hadj Mohamed commence sa ronde très tôt le matin dans sa ferme agricole. Ce producteur de mangue inspecte et examine chaque arbre et opère lui-même un traitement si besoin. Il est aux petits soins avec ses manguiers qui le lui rendent bien. Il a pu se faire un nom dans le Grand Sud en matière de production de fruits exotiques. Il est d'ailleurs l'un des premiers à s'être intéressé à la production de mangue en Algérie. Au début, ce n'était qu'une expérience. J'ai commencé par planter quelques manguiers pour voir si ça marchait ici. Et j'ai été impressionné par le résultat. Et c'est comme ça que j'ai lancé la culture de mangue dans la région. On dispose aujourd'hui d'une centaine d'arbres qui donnent près de 40 kg de fruits chacun. Soit 4 tonnes environ de mangue par saison. Une production qui reste toutefois faible malgré les efforts déployés par le Hadj Mohamed à cause du manque d'eau dans la région. C'est un arbre qui demande une grande quantité d'eau et beaucoup d'entretien pour avoir un fruit de qualité. Ce type d'arbre demande beaucoup d'entretien, surtout les 3 premières années à cause du climat. Ajoutez à cela le problème d'irrigation qui amenuise forcément notre production. J'ai fait une demande pour bénéficier d'un forage et augmenter aussi le nombre d'arbres plantés. Une solution pour cet agriculteur qui lui permettra de doubler la production de ce fruit exotique pour alimenter toute la région de Tamanrasset et les wilayas environnantes. Et lorsqu'on parle de transformation de terres arides en exploitation agricole, eh bien les retombées ne peuvent être que positives. C'est le cas dans la wilaya de Tougourt qui a enregistré de bons rendements en termes de production maraîchère. Les récoltes ont été bonnes et ont de quoi répondre à la demande du marché local. Yamina Saïdi. Dans la région de Brahmoun à Tougourt, ces terres arides ont été transformées en terres fertiles grâce au travail acharné des agriculteurs qui sont parvenus à créer des exploitations agricoles dans cette région désertique. Aujourd'hui, ils récoltent le fruit de leur labeur, des pommes de terre en quantité satisfaisante. Il y a des terres fertiles dans cette zone. Nous avons essayé de planter différents fruits et légumes et nous avons obtenu de belles récoltes. Les zones agricoles s'élargissent dans la wilaya et ce grâce aux jeunes qui ont décidé de se lancer dans la filière agricole pour répondre à la demande du marché local. Nous avons terminé la récolte de pommes de terre. La production est assez importante. Nous avons pu récolter entre 400 et 450 quintaux à l'hectare sur 10 hectares de pommes de terre. Nous avons 1,5 hectare de palmiers. Nous avons aussi des citronniers et des grenadiers. La commune Taïbet dans la wilaya de Tougourt dispose de grandes potentialités agricoles, d'autant que le foncier agricole reste très accessible dans cette région. Dans l'actualité internationale, le Maroc, impliqué dans plusieurs scandales d'espionnage, n'a pas fini de faire parler de lui. Le pays qualifié de pays expansionniste et agressif qui mène une guerre multiforme contre l'Espagne. C'est ce qu'a déclaré un expert en sécurité espagnol lors d'une entrevue télévisée. Aux dernières nouvelles, le Marzen est accusé d'avoir tissé un réseau d'espionnage dans toute l'Espagne. Malika Bellal. Le Maroc est un pays expansionniste et agressif. Ce sont là les propos de Francisco Bendala, expert espagnol en sécurité qui accuse ce pays d'avoir tissé un réseau d'espionnage dans toute l'Espagne et de mener une véritable guerre, non pas militaire, mais une guerre sous diverses formes dans laquelle les renseignements marocains sont le fer de lance. L'expert en sécurité affirmait sur une chaîne de télévision espagnole que le Maroc profitait de l'existence d'un certain nombre de traîtres
au plus haut niveau des institutions et des partis politiques espagnols pour les approcher et les corrompre afin de se conformer aux agendas de Rabat et de soutenir ses positions. Selon le spécialiste, l'ambassade, les consulats ainsi que les associations marocaines établies en Espagne sont ainsi utilisées par le renseignement marocain comme centre d'appui pour s'infiltrer et détecter les personnes à corrompre. Par ailleurs, le journal espagnol Le Confidentiel a révélé dans une enquête détaillée le recrutement d'une journaliste, fille d'un commissaire de police espagnol, par les services de renseignement du Marzén dans l'optique de servir les intérêts du Maroc. D'après le média, la journaliste Barbara Baron recevait de l'argent en contrepartie d'articles édités dans les supports médiatiques espagnols pour soutenir les positions du Maroc, dénigrer le combat des Sahraouis et celui des opposants au régime marocain, ainsi que pour dresser des tableaux idylliques aux responsables marocains. Depuis les révélations sur l'utilisation par le Maroc du logiciel espion de fabrication sioniste Pegasus, la boîte de Pandore de la diplomatie du Marzén a volé en éclats, exhibant à une cadence effrénée l'étendue de la perversité et de la déloyauté du Maroc dans la gestion de ses relations internationales. Sur fond de corruption et d'espionnage, cette diplomatie subit le retour du bâton de ses forfaitures. Pegasus, corruption au Parlement européen, lobbying abject financé à coups de dizaines de milliers d'euros dans les médias occidentaux, les organisations internationales et les organisations non gouvernementales, le Maroc est en phase de perdre toute crédibilité sur la scène internationale. Pour ce qui est du scandale de corruption qui a touché le Parlement européen, la Cour d'appel de Bruxelles a rejeté la demande de récusation du juge d'instruction Michel Claise, chargé de l'enquête de corruption au Parlement européen, au profit notamment du Maroc. Les investigations du juge Claise ont débouché le 9 décembre dernier sur une vague d'interpellations à Bruxelles et la saisie d'importantes sommes d'argent en cash provenant de hauts responsables marocains qui auraient ainsi monnayé des prises de position en faveur du Maroc dans la seule institution élue de l'Union européenne. En parallèle, la grogne sociale ne faiblit pas au Maroc. Les étudiants ont rejoint le mouvement de contestation. Les manifestations estudiantines organisées au niveau de plusieurs universités du pays ont été violemment réprimées par les forces du Marzén. Malgré cela, les contestataires comptent bien continuer à faire entendre leur voix. Raoul Hamouche. Le recours à la force pour réprimer les manifestations pacifiques est désormais monnaie courante au Maroc. Des centaines d'étudiants marocains sont sortis une nouvelle fois pour réclamer leurs droits légitimes, scandant avec fermeté des slogans dénonçant l'injustice à laquelle ils font face. Malheureusement, pour beaucoup d'entre eux, ils ont été sauvagement tabassés par les forces du Marzén. مازال الدولة ما بتغيرش الاستراتيجية ديالها، مازال الدولة عندها العقلية ديال التسعينات ديال الجمر والرصاص. الدولة مازال ما قدراتش تجاوز هذه المسألة هذه ما قدراتش. فإذا بها بالحفا وبالله عليك واش عندنا شي حجر ولا عندنا شي جناوة. طلبة عاديين، ها البطاقة الطلابية ديالنا هي نبينوها، ها لا كارت ناسيونال. ها هو كل شيء رانا واضحين فيه. فإذا بالناس كيدخلوا علينا وكيهاجمونا. Une contestation sociale qui ne cesse de gagner du terrain. Ces étudiants se disent lassés et révoltés par les pratiques du régime du Marzén, qu'ils qualifient de dictatorial et trop occupés à servir ses propres intérêts. هجمات قمعيه شرسه تعرضنا فيها لابشع انواع الضرب والتنكيل. مجموعه من الطالبات والطلبه الذين تعرضوا للسقوط مغشيين عليهم تعرضوا للتعنيف، ونحن اليوم محاصرون ممنوعون من ولوج كلياتنا في نشاط سلمي قانوني يلتزم بجميع الاعراف والقوانين المؤثره للحرم الجامعي. فاذا بنا نشاهد هذا المنظر البشع الذي لا يشرف المغرب ولا يشرف الجامعه المغربيه. طلبه سلميين في التزام تام بالقانون وحرمة الجامعة يتعرضون لما تشاهدون له. Le manque d'opportunités pour les jeunes et l'injustice sociale qui touche de nombreuses couches de la société poussent quotidiennement des milliers de Marocains à investir la rue. Des Marocains décidés à poursuivre le combat jusqu'à satisfaction de leurs revendications.
Les Français poursuivent leur grève pour dénoncer la réforme des retraites proposée par Emmanuel Macron. Aujourd'hui, aucun secteur n'est épargné par cette grogne populaire qui prend de l'ampleur. Les transports, l'énergie, bien d'autres secteurs d'activité se mobilisent contre ce projet de loi. Badea Marni. Le vote du projet de réforme des retraites est prévu aujourd'hui à l'Assemblée nationale sur fond de rejet de la majorité de la société française. Très contesté, en effet, ce projet a provoqué la colère des Français qui manifestent depuis plusieurs jours. Une mobilisation qui se poursuit encore. Des secteurs entiers sont en grève. Celui des transports, notamment aériens, avec l'annulation de nombreux vols, et celui de l'énergie avec des coupures d'électricité ou encore de gaz. Et même les éboueurs qui ont exprimé leur colère en laissant s'entasser des quantités importantes de déchets dans la capitale française. Selon la mairie de Paris, 7600 tonnes de déchets ont encombré mercredi matin les trottoirs de la capitale. Un amoncellement qui s'amplifie à mesure que les heures passent. Après des semaines de débats acharnés et de tractations sous haute tension, la réforme des retraites extrêmement impopulaire d'Emmanuel Macron doit en principe connaître aujourd'hui son épilogue parlementaire. Ce projet reculant à 64 ans l'âge de départ à la retraite est fortement décrié par les Français. Grève également au Royaume-Uni où des centaines de milliers de personnes, enseignants, conducteurs du métro londonien, médecins, fonctionnaires, réclamaient des augmentations de salaire le jour même où le gouvernement a dévoilé son budget. Il s'agit selon des médias locaux de la plus importante journée d'action depuis plusieurs années. Depuis des mois, le pays fait face à une vague de mouvements sociaux alors que l'inflation reste au-dessus des 10%. Les Britanniques sont confrontés à une flambée des prix de l'alimentation et de ceux de l'énergie. L'actualité à l'étranger, c'est aussi ce raid de l'armée sioniste sur la ville de Naplouse dans le nord de la Cisjordanie qui a blessé pas moins de 58 Palestiniens. Parmi les blessures figuraient 3 par balles réelles, 3 par cartouches de gaz et des fragments de balles et 52 par inhalation de gaz lacrymogène. L'attaque de l'armée sioniste a eu lieu aux toutes premières heures de la matinée d'aujourd'hui. Le Malawi en appelle à l'aide internationale pour apporter une aide supplémentaire face aux destructions et aux dégâts monstrueux causés par le cyclone tropical Freddy, une tragédie nationale qui a fait au moins 225 morts dans ce pays d'Afrique australe. Son président Lazarus Chakwera a décrété 2 semaines de deuil national avec les drapeaux mis en berne pendant la première semaine. Ce cyclone est le 3e en 13 mois à frapper ce pays. D'une longévité exceptionnelle, Freddy avait déjà frappé l'Afrique australe fin du mois dernier, faisant 17 morts avant de refaire le chemin inverse début mars. On vous parle à présent de Nourou, une application intelligente gabonaise lancée le mois dernier en février. Elle permettra de diagnostiquer les maladies virales du manioc, mais aussi aux producteurs agricoles d'améliorer de façon significative et perpétuelle leur récolte. Stevie Oyane. Je suis Nourou. Je vais vous aider à examiner votre plan de manioc. Très bien. Non, l'option diagnostic en temps réel. Les agriculteurs pourront désormais conjuguer avec elle. Elle n'est autre que l'application intelligente Nourou. Vous voulez certainement savoir qui elle est. L'expert est là pour vous répondre. L'application Nourou, c'est une application intelligente qui permet de diagnostiquer les maladies du manioc. Elle a été développée par la Pennsylvania State University qui est en partenariat avec le programme WAVE. Donc grâce à cette application, nos producteurs agricoles pourront diagnostiquer en temps réel les maladies qui attaquent les plantations de manioc. WAVE Gabon, en voulant permettre aux agriculteurs d'améliorer leur rendement, va distribuer aux concernés des téléphones ayant une technologie de pointe avancée. Dans ces téléphones est directement installée l'application Nourou. Comment se comporte cette application dans un champ? Nous avons le téléphone qui est en train de scanner la feuille qui est devant nous. Et vous constatez que c'est écrit virus de la mosaïque du manioc, mais également acarien vert du manioc. Donc ça veut dire que la plante, en fait, elle peut avoir plusieurs maladies. La plante peut être infectée de plusieurs maladies. Donc la mosaïque du manioc ici, elle se caractérise par les décolorations, les plages de décoloration jaune ou bien de couleur vert pâle. Sur les autres feuilles, ici plus bas, vous allez constater par exemple qu'il y a ce qu'on appelle des nécroses foliaires, donc des taches qui vont faire sécher les feuilles. Dans ce champ de manioc de Kougleu, département du Congo, qui nous reçoit, ce jour, un fait attire notre attention. La grosseur de cette bouture de manioc. Elle a même une identité.
La bouture s'appelle Matadi. C'est la qualité qui produit des gros tubercules. Matadi, d'abord, c'est un manioc sucré. Tout le monde en veut le Matadi. Tout le monde veut manger Matadi. On peut manger ça en tubercule, on peut manger ça en bâton, on peut manger aussi le cassadan, on peut manger tout même Bapala. Il est bon partout. WEF Gabon, à travers cette campagne de lutte contre les maladies virales du manioc lancée en Toum, donne une nouvelle dynamique à l'agriculture gabonaise, surtout au moment où le Gabon ambitionne atteindre l'autosuffisance alimentaire. Revenons en Algérie avec du sport. Le Tour d'Algérie cycliste entame aujourd'hui sa 10e et dernière étape entre Béjaïa et Tizi Ouzou sur près de 122 km, durant lesquels les prétendants à la victoire finale s'expliqueront sur le temps redouté col d'El Qsor d'une distance de 11 km avant d'entamer la descente vers Tizi Ouzou en passant par Adkar et les massifs boisés de Yakouren. Direction Paris, capitale française qui se met à l'heure de la mode algérienne et convoque le temps d'un défilé à l'Institut du monde arabe, ses traditions et son histoire en toute subtilité. Plusieurs stylistes ont exprimé avec talent, énergie, la créativité et le style de notre pays, emblème de l'Algérie moderne. Correspondance signée Afed Belouchet. C'est une salle de colonne plongée dans une ambiance mystérieuse qui a sonné l'entrée sur scène du premier mannequin. Silhouette allongée, pas assuré, visage tatoué, une allure majestueusement sublimée par mousseline et soierie, fil d'or et dentelle, le tout enrobé de voiles translucides. La doyenne des stylistes et créateurs de mode algérienne fait son retour à l'Institut du monde arabe avec une collection pleine de nostalgie. J'ai vu que quand on prend de l'âge, on devient beaucoup plus sensible, beaucoup plus fragile. Cette sensibilité, c'est peut-être ça qui a fait que j'ai fait ce défilé. Mon rêve, ma vie dans mon enfance, ma découverte de ma famille du désert, mes cousines qui étaient très belles. Et toute ma vie, j'ai dit pourquoi personne ne les voit. C'est le raffinement, c'est l'élégance, c'est un art qui plonge ses racines dans une histoire immémoriale et en même temps d'une créativité exceptionnelle. Donc c'est l'Algérie dans toute sa beauté. Une collection tout en couleurs, exclusivement composée de robes de soirée longues et intemporelles, où la matière est mise au service de l'élégance conjuguée au caractère de chacun de ces mannequins. Et puis c'est vraiment différent et ça montre vraiment la personnalité de chacun. Avec ses tenues, ses fluides, c'est élégant. On est reine, donc on est reine du désert. Exactement. Et puis il y a l'autre habit à part entière, le bijou. Plus qu'un accessoire, un récit qui compte nos régions et la grande histoire. Là, c'est l'accessoire pour l'embellissement, mais je ne peux pas mettre un accessoire qui est étranger à ma culture, à ce qu'on fait comme accessoires qui sont une spécialité des artisans algériens. Et ça, pour moi, ça ne peut pas aller. Un accessoire avec une robe, une création algérienne. C'est le tout, c'est important. L'accessoire, les couleurs, même les couleurs, les formes, je sais pas. C'est un tout, la mode, c'est un tout. C'est pas une robe. Je fais pas des robes. Je n'ai jamais fait des robes. J'ai toujours raconté une histoire d'une de nos régions. Ainsi, Yasmina a peint sa nouvelle œuvre. Elle a emprunté au désert sa couleur ocre, à la mer son bleu, à la terre son rouge, aux vallées leur vert, aux nuits étoilées leur noir et à sa ville natale Alger, le blanc immaculé d'une robe de mariée qui a littéralement subjugué son public parisien. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, les nouvelles du ciel avec Kamel Aribi. Vous le savez, ce soir revient l'information à 19h avec Kamel Sui. Quant à moi, je vous dis à demain pour l'édition de la mi-journée midi. Excellente journée à tous sur Canal Algérie.